Bonjour Michel Aubois. Bonjour. Vous êtes un ancien préfet, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 40 ans dans les cités et le défi d'être français. L'islamisme, l'entrisme, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez pris connaissance de ce rapport dont mes confrères Christophe Cornevin, qui était là à l'instant, et Jean-Kiki Zola ont dévoilé les grandes lignes. Quelle est votre première réaction à la lecture de ce rapport ? Alors d'abord, c'est un rapport utile. Oui. D'ailleurs, le ministre l'a dit à l'instant, c'est-à-dire que, évidemment, les frères musulmans sont connus depuis très longtemps, clairement. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste raison. Il y a 20 ans déjà, c'était assez documenté. C'est très documenté, mais le fait de dire assez précisément la façon dont les frères musulmans s'organisent en France, ça, je pense que c'était intéressant. En plus, c'est un rapport officiel qui vient du ministère de l'Intérieur, donc il y a pas qui peut pas susciter de polémique, quoi. Donc je crois que c'était aussi un bon moment pour le sortir. Donc il a une vocation aussi à faire rentrer un peu plus dans la sphère publique, dans le débat public, des éléments très factuels. C'est ça son principal intérêt, ou je pense. Je suis pas à l'origine de la sortie de ce document, mais j'imagine à écouter le ministre qu'il s'agit de ça. On fait beaucoup de rapports au ministère de l'Intérieur, en particulier dans les services de renseignement, mais pas que. Et beaucoup de rapports, c'est vrai, servent surtout à l'information du gouvernement, pas trop à l'information du public. Je pense que pour la démocratie, c'est plutôt bien que de temps en temps des rapports soient rendus publics. C'est une façon mais c'est aussi une façon d'ailleurs d'amener les politiques eux-mêmes à réfléchir et à trouver des solutions avant que la situation ne s'aggrave davantage. Pour vous, l'opinion publique n'est pas assez au courant, pas assez au fait, ou elle est l'opinion publique, elle est face à un sujet qu'elle n'arrive pas à connaître en détail, parce que quand vous parlez de l'islam intégriste dans ce pays, en fait, vous savez pas très bien qui sont les structures dont vous parlez. Vous avez un pays, notre pays comporte des millions de musulmans pratiquants qui appartiennent souvent d'ailleurs à ce qu'on appelle l'islam consulaire, donc qui fréquentent des mosquées marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées turques, etc. Et puis vous avez une petite frange qui est l'islam intégriste, qui lui progresse parmi les jeunes, et c'est un peu ça le sujet. Et donc dans l'islam intégriste, on avait, il y a quelques années, on avait le Tabligh, on avait les salafistes, on avait les cellules dormantes d'Al-Qaïda, etc. On avait et puis on avait les frères musulmans. Et les frères musulmans étaient les moins visibles de tous, puisqu'en fait, ils s'adressaient plutôt à une frange intellectuelle, si je peux dire, de la jeunesse. Et donc, on les a pas vus vraiment s'installer. Vous vous souvenez sans doute de Tariq Ramadan. J'avais pas évoqué son nom. Oui. Tariq Ramadan, qui avait une grande... Petit-fils du fondateur de ce mouvement, de cette confrérie. Et qui revendiquait un certain recul par rapport à son grand-père. Mais comme tous ces gens-là pratiquent la taqiyya en permanence, on ne sait jamais si... la dissimulation. Exactement, si ce qu'ils disent est fondé ou pas. Et donc, Tariq Ramadan avait une grande influence dans le monde intellectuel musulman, peut-être même au-delà d'ailleurs. Et j'ai connu beaucoup de gens autour de moi qui suivaient ses prêches, qui lisaient ses livres, etc. Donc, il était... il est sorti de la scène publique pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la religion. D'une certaine façon, c'est tant mieux d'ailleurs, mais cette idéologie-là, puisque c'est aussi une idéologie, elle est quand même assez présente. Alors les frères musulmans, eux, ils sont organisés depuis longtemps, et puis en France, ils ont... Quelle est la réalité des frères musulmans, de la présence en nombre? Ce que révèle le rapport, c'est en fait, c'est pas un nombre très important, puisque on estime que environ... c'est ça, un petit millier de militants. Mais c'est assez difficile de comprendre. C'est organisé en confrérie. Donc il y a un côté très secret. Il y a un côté cellule. Il n'y a pas d'organisation. C'est assez compliqué de comprendre comment ils fonctionnent. Puis aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, tout ça circule assez facilement. Donc le système de confrérie est assez compliqué pour nous à déterminer. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ce conseil? On attend justement des préconisations. On a un grand souci, je pense.
puisqu'en fait, ils pratiquent l'entrisme. C'est l'entrisme des frères musulmans dans les mouvements politiques, ou syndicaux d'ailleurs, ou associatifs. Alors dans les mouvements politiques, c'est un peu... C'est assez récent dans les mouvements politiques. Ils étaient plutôt sur les associations caritatives, les jeunes, le sport, c'est ça? Ils ont beaucoup gagné par les associations caritatives. D'ailleurs, globalement, l'islam militant, pas que les intégristes, gagnent beaucoup sur les associations caritatives parce qu'ils rendent des services. Et donc, effectivement, les gens les trouvent sympathiques et ils se déploient sur ce mode-là. Dans les structures politiques, c'est quand même un phénomène assez récent. Moi, d'ailleurs, je m'étais trompé en 2020 parce que j'avais écrit l'article en disant qu'on les verrait apparaître dans les élections municipales. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Mais on arrive à la veille de nouvelles élections. C'est ça, vous craignez? Oui. Ouais. En 2020, c'était plus la menace des mouvements turcs, d'ailleurs, qui avait été pointée. On avait aussi la menace des mouvements turcs, mais on commençait à voir aussi des militants. Parce que la population touchée par les frères musulmans, c'est pas du tout la population ouvrière d'un islam d'origine marocaine, comme on a beaucoup connu, et la population qui fréquente les mosquées. Là, on touche quand même des jeunes gens qui sont plutôt éduqués, qui parfois ont d'excellentes situations, qui sont enseignants quelquefois, médecins, etc., et qui sont assez sensibles à ces discours. Donc ces gens-là sont difficiles à cerner, et puis quand on les rencontre, ils ont un caractère très intégré, etc. Donc c'est assez compliqué de les repérer. L'expression n'est pas tout à fait la bonne, mais enfin c'est difficile d'identifier. De les identifier, voilà, ça. Le terme est plus juste. Quand on les rencontre à titre personnel, c'est toujours difficile, et d'ailleurs ça crée aujourd'hui une vraie difficulté, parce que lorsque vous rencontrez un musulman tout à fait ordinaire, vous avez toujours un petit doute à l'esprit. Est-ce qu'il est vraiment un musulman ordinaire qui pratique l'islam et qui n'a pas de visée politique, ou est-ce qu'il ne cache pas autre chose? Vous vous souvenez, l'entrisme, c'est une vieille affaire en France. Vous vous rappelez les mouvements d'extrême gauche, le trotskisme qui avait pratiqué l'entrisme dans les mouvements syndicaux, par exemple, jusqu'à arriver maintenant dans les mouvements politiques. Et ces gens-là, avec peu de gens, étaient quand même arrivés à faire basculer des grandes centrales comme la FO, par exemple. Donc là, c'est exactement la même technique. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très présents. Ils montent très vite dans les structures et effectivement, en 2026, on pourrait les voir commencer à se présenter sur des listes ou à la tête de liste pour des élections municipales. Là, c'est assez. Franchement, ça serait quand même pour l'édifice de la République une situation très, 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 très compliquée. Alors, l'autre, avant d'avoir votre avis sur comment on peut lutter contre, l'autre point, c'est les écoles, bien sûr, c'est la jeunesse, les enfants, c'est là où il faut consacrer tous ces efforts. Oui. Et les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué. Ouais, c'est pas facile à faire parce que on a le système des écoles coraniques qui échappe complètement à l'éducation, puisque ça se fait en dehors du temps scolaire. On compte beaucoup, sans doute, des milliers d'écoles coraniques en France. On a 2500 grandes mosquées, toutes ont des écoles coraniques. Donc on a quand même un grand mouvement. Mais l'État ne surveille pas ce qui est enseigné dans ces écoles. Oui, parce que c'est sous statut associatif, donc c'est la liberté d'association. C'est assez vrai que la France est un peu, alourdie par ses règles habituelles sur la liberté, etc. Donc à un moment, il faut remettre un peu de droit dans les libertés, et là, la liberté est quand même très grande, dès lors que c'est pas pendant le temps scolaire. On a une autre difficulté, et là où on a des avis différents, c'est la façon dont l'éducation nationale pourrait reprendre en main une partie de ses enfants en leur enseignant l'arabe. Alors les avis sont partagés. Moi, je suis plutôt d'avis... Quel est votre point de vue sur cette question de l'enseignement de l'arabe? L'intérêt, c'est que ça ne place pas les enfants dans une situation d'opposition par rapport à l'école. Donc vous êtes plutôt pour l'enseignement de l'arabe? Oui, parce que je suis pour, mais je vois bien que l'avis général est plutôt contre. Quel serait, à vos yeux, le principal intérêt? C'est le même intérêt que d'apprendre l'anglais, que d'apprendre l'allemand, etc. On a quand même une population qui parle, ou pense parler d'ailleurs l'arabe. C'est finalement occuper le terrain aussi, c'est ça? Et c'est une façon d'occuper le terrain pour la République. Et puis peut-être de banaliser
parce que c'est devenu, moi j'entends des conversations dans les collèges, les enfants, pour eux, l'arabe devient plutôt une sorte de langue sacrée, etc. Bon, si la République s'en mêlait un peu, peut-être que ça banaliserait un peu, et du coup, je ne dis pas qu'il faut parler de l'islam, je parle juste de la langue arabe, évidemment. D'un enseignement comme l'anglais, l'italien. Mais ça deviendrait une langue comme une autre. Comment on lutte contre cet entrisme? Qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire des lois, il faut faire du droit, il faut dire... Mais il faut appliquer aussi. Oui, bien sûr, mais il faut déjà dire ce qui est autorisé, ce qui est interdit. On l'a vu avec le port du voile dans les matchs de sport, etc. Donc, il y a un moment, il faut faire des règles, quoi. Il faut dire, la France n'autorise pas, non pas pour des raisons religieuses, mais juste pour des principes généraux, n'autorise pas telle ou telle pratique. Ça vaut pour toute une série de choses, parce que c'est la vie quotidienne aussi qui est concernée. Qui est visée par les frères musulmans. Oui, c'est assez clair. Donc c'est le vêtement, c'est sûr, mais c'est aussi la viande de porc que vous trouvez plus dans certains supermarchés, mais c'est aussi, donc d'une certaine façon, c'est aussi la musique qui va bientôt être interdite. C'est certaines couleurs qui sont devenues interdites. Haram, oui. Donc, petit à petit, cette emprise, Christophe Cornevin le disait à l'instant, c'est une immersion qui arrive par le bas, et on s'en rend pas compte parce que c'est du quotidien. C'est à bas bruit, c'est ça? Ouais, c'est à bas bruit. Ouais. Je trouvais que l'expression était assez juste. C'est à bas bruit, on s'en rend pas compte, c'est quotidien. Vous n'êtes pas aperçu déjà qu'aujourd'hui vous mangez la viande halal, parce que du coup c'est plus facile de tuer tous les animaux en viande halal que de faire de chaînes de traitement des animaux et donc tout ça se fait à bas bruit, et vous vous apercevez pas que c'est, même si on s'en fiche, la viande a le même goût, mais quand même quoi, c'est quand même à chaque fois des pans entiers de notre culture qui sont en train de s'effondrer. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour combattre cette menace? Non, je crois pas. Non. Vous êtes optimiste? Je pense pas. Non, parce que même si je lisais sur le rapport, donc 159 lieux de culte sur 2500. C'est beaucoup, mais en même temps, on peut encore reprendre des choses en main. Je pense que il faut traiter avec... Moi, je pense qu'il faut traiter avec l'islam des mosquées et l'islam consulaire. Je pense que la France a tort de faire de l'islam un grand ensemble. Elle a eu tort de créer un conseil des musulmans de France. La seule idée qui vaille, de mon point de vue, c'est traiter avec le groupe des mosquées marocaines, algériennes, plus compliqué actuellement, mais enfin, turques, pourquoi pas, et trouver des règles du jeu et faire en sorte que cet islam intégriste soit contenu. Il faut reconquérir, vous diriez, les cerveaux et les cœurs, c'est ça, et les ramener dans le giron de la République. Exactement. Merci Michel Auboin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du Défi d'être français. Merci d'avoir été avec nous.